parce que sur un hippo comme ça, c'est ce qui rajoute au contraste, au mouchetis, au coloris. Hein. Et voilà, comme il est aussi coloré. Je rappelle, cette souche, tu as vu, je t'avais dit que c'était un pattern assez dominant. Elle a tendance à faire plus trop des ronds, mais plutôt des côtés, des fins assez pointues. Ouais, carrément. T'as vu, et de nouveau, ça se réarrondit. Et oui, ça se répercute. Hein. Bon, allez, on passe aux cornes, parce que moi j'en peux plus, je veux voir les cornes. Bon, bah ça y est, on sort l'artillerie. Merci Mike, tu fais plaisir, franchement tu régales. Donc là on a un Corn Island mâle, il est de 2011, enfin il a été importé en 2011. Voilà, un import de 2011. Donc l'île de Corn Island, vous voyez le Nicaragua, c'est du côté de l'océan. L'île de Corn, l'île de maize, tout ça, ça veut dire l'île du maïs, se situe au niveau de la région de Bluefield. Bluefield, on l'avait abordé rapidement. On va y revenir, c'est étonnant, regardez un boa de Bluefield, on va en mettre un là. C'était donc, et c'est vraiment à la même latitude, hein, l'île de Corn Island se situe juste dans la mer, mais à la même hauteur. Et quoi, tu crois Kinggate? Ouais, je croyais, j'ai fait gaffe avec tes gestes. Et étonnamment, les boas de Bluefield sont un début une zone, on va dire, d'hybridation entre le phénotype vraiment typiquement Nicaragua et celui qu'on va trouver au sud, Costa Rica, les boas du Costa Rica. Et la région de Bluefield montre vraiment des spécimens qui sont pas tout à fait costaricains, mais plus du tout uniques. Et c'est des trucs assez costauds, assez terrestres, on avait vu des bonnes femelles de bien 2 mètres, 2 mètres 10, ouais, et très Amérique centrale, très robuste, comme un Mexicain, j'ai envie de dire, comme un boa du Mexique de base, un truc vraiment très large, sans être très très grand, qui reste petit, mais qui n'est plus nain parce qu'il a une masse corporelle qui fait que c'est un bulldozer, quoi. Et ben à cette même hauteur, donc on a ces boas, et on voit que donc vraiment la spécialisation d'un boa se fait par rapport à des critères, on ne les connaît pas tous, on ne les comprend pas tous, hein. Là c'est à la même hauteur. Pourquoi il y en a un qui ressemble à un bulldozer et l'autre qui est très arboricole, très effilé comme ça? Ben parce qu'il est sur une île, parce qu'il s'est spécifié à l'île de Corn Island. Et puis c'est tout, quoi. Tout simplement, à son environnement. Je l'avais dit, les cornes, déjà moi le premier truc que je repère en l'ayant dans les mains là, c'est son côté olivâtre. Il est vraiment parfait, ça se mélange avec le beige pour faire un drôle d'olive. Et sur le côté là, ça te fait un espèce de jaune-vert sur les flancs là, au niveau du cou là. À mon avis c'est improbable à prendre, mais c'est vraiment impressionnant. Je l'avais dit, un nombre d'ocelles assez... très petit, très petit le nombre d'ocelles. Je l'ai compté sur ton spécimen là, 21 ocelles. C'est ça. Les ocelles, je le rappelle, se comptent de la tête de la première là jusqu'au cloaque. Vous ne comptez pas les ocelles qui se trouvent sous le cloaque. Donc ma 21e là, elle se trouvait, là le cloaque est ici, ma 21e ocelle, c'était celle-là. On ne compte pas les 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont en dessous. Voilà, 21 ocelles. Comme quand j'avais présenté Ménic, t'as une forme du corps qui n'est pas cylindrique, on voit qu'il est beaucoup plus en hauteur qu'en largeur. La largeur, regarde, fait c'est ça, ouais. même pas 2 pouces, 1,5 pouce, alors que là j'ai 3 pouces de dos, quoi, tu vois. Donc il est presque 2 fois plus haut que large, il fait 1,5 sur 3, quoi. C'est assez impressionnant. Une queue qui est connue et réputée pour être très longue chez les cornes. Regardez la longueur de la queue, le cloaque se situe ici. On a tout ça de queue, tout ça pour s'en servir de manière préhensile. C'est vraiment la zone qui leur permet le plus de s'accrocher. Ça va donner lieu à des parades nuptiales avec les femelles très enroulées. Il peut au moins faire 3-4 tortilles, ouais. Voilà, autour de la femelle. Ça va donner lieu à des parades nuptiales assez typées arboricoles. Bon, ces boas ont été pendant longtemps très rares, les boas de Corn Island, très chers, et ça vient de son aire de répartition.
Il y a eu, je ne sais plus en quelle année, mais c'était le premier import a consisté en 21 individus, je crois, de l'île de Corne. Ça a été le seul et dernier import. Après, l'île a été mise sous protection, donc ça n'importe plus. Bon, alors regardez le côté vraiment aberrant et connu des Corn Island pour être vraiment rouge. Moi, je te le disais là avant, ça ressemble vraiment à ma souche d'hippo que je nomme le Cranberry Hippo. Qui est du mainland, qui est vraiment de l'intérieur des terres du Nicaragua. Mais on retrouve la même chose. Pour moi, les deux lignées sont apparentées, soit elles ont été apparentées en captivité, on a peut-être utilisé des cornes pour faire ces souches d'hippo, j'en sais rien. Ou peut-être que ça s'est fait naturellement, peut-être que au moment de la séparation des terres, au moment où l'île a divergé du continent, peut-être qu'il y a des individus comme ceux que j'ai des terres là, de ma souche berry, qui se sont retrouvés emprisonnés sur l'île, qui ont dérivé avec et qui ont donné lieu après au Corn Island. On peut tout imaginer. Hein. Certains estiment aussi que lors des ouragans qui se passent souvent là-bas, des boas peuvent tout à fait être amenés à dériver carrément sur un arbre. Ça c'est beaucoup entendu ça, hein, pour des explications de potentiel intergrade qui est eu in natura. Maintenant, ce qui est marrant, c'est pour ça que je l'ai souligné, c'est pour ça que je suis revenu sur le Bluefield, c'est que voilà, les boas les plus proches sur les terres de l'île de Corne, c'est la région de Bluefield. La région de Bluefield qui n'a strictement, les boas de Bluefield n'ont strictement, mais alors sont tout à fait l'opposé des Corn Island. Donc il serait étonnant que ça vienne de là, effectivement. Un truc à dire dessus aussi, mais qui est commun à tous les boas d'Amérique centrale, mais qui est bien mis en évidence sur ces spécimens-ci, c'est la différence de couleur qu'ils peuvent présenter du jour à la nuit. Ce sont des boas qui sont vraiment capables de maîtriser la mélanine présente dans leur corps, quoi, et l'augmenter ou la descendre selon les heures du jour. Je sais que c'est la nuit qu'ils sont au plus pâle, au plus clair. En fait, le jour, ils augmentent leur présence de mélanine. En fait, la mélanine, c'est un pigment qui peut se contracter ou s'agrandir dans la cellule, tu vois ce que je veux dire? Et donc, quand elle se décontracte, elle prend plus de place dans la cellule. Et quand elle se contracte, elle rétrécit. Et visuellement, il t'apparaît moins de noir dans le spécimen à ce moment. Le fait d'augmenter la présence du pigment dans la cellule lui demande un effort énergétique, si tu veux. Mais c'est largement compensé par l'absorption qui se fait 10 fois plus facilement des rayons solaires. Et donc la thermorégulation se fait beaucoup plus vite. Donc toutes ces souches vont être beaucoup plus foncées, tout ça pour dire qu'elles vont être beaucoup plus foncées de jour. Et donc probablement c'est là qu'elles seront le plus moches pour la plupart des gens. Hein. C'est vrai que quand la mélanine va descendre de nuit, tous ces coloris intenses de rouge par exemple sur les flancs là, de la queue se verront d'autant mieux. Hein. Et vous n'aurez pas du tout le même boa, hein. C'est assez étonnant l'effet général que ça a. C'est connu aussi sur les boas de Hog Island, c'est connu. Moi j'ai des nids, mais là ils le font aussi, ils le font tous en fait. Hein. J'ai l'impression qu'à peu près tous les boas. Ouais, ça je suis assez d'accord. En sont capables. Certains sont réputés le faire de manière plus drastique. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, vraiment un beau corne. Écoute, j'ai reçu des photos de cornes dernièrement pris in situ, quoi. Yes. Et ben c'est ça. Ça ressemble, c'est vraiment, moi ce que j'apprécie sur cette souche, c'est que ça n'a pas été dénaturé. Quand tu vois encore des photos récentes de boa in situ, mais ouais c'est ça quoi. Ouais, clairement. Tu vois certaines souches vraiment... Il y en a d'un peu plus rouge encore, hein. Ceux-là sont pas super rouges. Oui, alors il y a aussi une souche qui est hypomélanique, oui. mais même la en dehors, mutation vraiment qui est mutante en plus. Même en dehors de la souche corne hippo, il y a aussi... Il y a une certaine variabilité dans le trait, il y a une certaine variabilité. Moi je me rappelle à un moment... celui qui nous a apporté tous ces boas de localité, hein, Auguste Renfro, il avait un site qui s'appelait Rio Bravo Reptile. Il présentait cette localité, il te présentait un spécimen qui était totalement vert.
mais vraiment vert. La queue rouille, super rouge, tu vois, là, à ce niveau du spécimen était rouille, vraiment très Corn Island, tu le reconnaissais de là. Mais là, ton marron beige, en fait, était vraiment vert, vert intense, quoi, vert plus qu'olive, plus soutenu qu'olive. D'accord. Incroyable, incroyable. Une bête vraiment... c'est le seul boa vert, je crois, que j'ai vraiment vu de ma vie, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Il était magnifique, il était magnifique. On va voir la femelle. Voilà la femelle, voilà le monstre. Un spécimen vraiment magnifique. Tu tiens ce spécimen d'où? J'ai envie de... C'est Vin Rousseau. D'accord, ok. De toute façon, il n'y avait pas trop le choix, honnêtement. Hein, donc ces spécimens, moi la souche, voilà quoi, 21 spécimens de base, il n'y a pas trop de secret. Ça va vite. Hein. C'est comme je le disais à Auguste Renfro qui les a acclimatés et qui les a reproduits et qui a présenté les premiers spécimens à Vin Rousseau. Donc quelque part au-delà de Vin Rousseau, c'est les spécimens qu'avait Auguste Renfro. Je suppose. Du moins c'est de la descendance quoi. En tout cas c'est ce que déclare Rousseau sur ces spécimens. Il précise bien qu'ils viennent de chez Renfro. Rio Bravo Reptile. On voit que vraiment, encore là, on est sur une femelle, donc elle a quel âge elle aussi pareil, hein, les deux sont arrivés en même temps, donc l'âge exact on ne l'a pas, mais les deux sont arrivés d'un port en 2011. D'accord, donc au moins 6 ans. Bon, voilà, pour un boa femelle d'au moins 6 ans, on a une belle proportionnalité. On voit que c'est peut-être moins abusé que sur le mâle, il y a quand même un semblant de belle largeur. J'ai envie de rire hein, quand je dis ça, regardez ma main là, à côté. Un Colombien prendrait toute la main, c'est clair, ouais. Un Péruvien, il me faudrait mes 2 mains. C'est ça. On voit que ça reste encore... on sent qu'elle fait un petit peu plus de largeur, c'est normal, elle doit porter des bébés un jour ou l'autre, hein, donc il faut que les femelles soient plus... il y a ce dimorphisme qui fait qu'elles sont beaucoup plus grosses. J'ai l'impression une queue qui en proportion paraît moins arboricole, qui paraît moins longue hein, par rapport à la... Par rapport au mâle. Il avait vraiment une queue, j'avais dit on pouvait faire 3-4 tours, là tu la sens plus courte, c'est normal, c'est une femelle. Toujours un rouge totalement abusé, on voit un damier, hein, comme je les expliquais, hein, chez Lénique, chez la plupart des bois, en quinconce. Toujours là. Parfait, avec du mouchetis beaucoup plus, l'intensité de la mélanine est moindre hein, sur le mouchetis. Ouais, c'est bon, c'est bon. Hop là, franchement. Bon. Je sais qu'il y a une grosse folie sur les boas rouges. Hein. Dans le milieu, ça c'est rouge. Hein. Bon, c'est vrai que c'est plus sur les flancs, sur la ventrale. Hein, après, le rouge, certains en rêveraient sur, voilà, comme sur les Songlolypsiques. Il y en a qui le rêvent à différents endroits, de le présenter de différentes manières. C'est vraiment un boa rouge. Un vrai boa de localité. Un vrai boa nain. Regardez une femelle de plus de 6 ans. Je pense que tout le monde, tous les amateurs qui hésitent à franchir le pas, par exemple ceux qui ont eu des Gutes ou des Réjus et qui se disent oh là là le boa, on va rentrer tout de suite dans... On peut, il y a toutes les variabilités dedans, on peut vraiment rentrer dans le gros bousin hein, avec du boa. C'est quand même, il faut le rappeler, c'est classé comme espèce dangereuse. Hein. À la limite, c'est classé à la limite de l'espèce dangereuse, dans le sens où en France, un boïdé est classé dangereux dès qu'il dépasse 3 mètres. C'est ça. Et y a des spécimens de boa qui vont dépasser 3 mètres. Hein. Ils sont rares et ça sera des femelles, hein, évidemment. Surtout en captivité, ça devient de plus en plus rare. On en discutait encore ce midi, c'est vrai que ça devient de plus en plus rare. Ça devient très rare, ça devient très rare. Bon, le législateur savait que cette espèce spécifiquement était quand même assez placide. Il n'y a jamais eu de cas dans le monde entier hein, de mort d'homme hein, suite à une constriction de boa constricteur. Donc on sait que c'est calme et que c'est placide. Et sur les très gros spécimens, ça reste quand même... voilà, 3 mètres, ça reste encore gérable par une personne. T'as pas besoin d'appeler tous tes potes pour... tu vois, c'est pas comme quand t'as un réticulé de 7 mètres et demi chez toi. Bon, forcément là, tu veux plus le sortir tout seul, ça devient plus les mêmes installations, ça devient plus le même chauffage, ça devient plus la même façon de nourrir. Là, on est vraiment sur du bois nain. Moi, typiquement nain, en plus, j'aime bien quand ils sont nains et arboricoles. Hein, comme pour moi, c'est le nain typique. Hein, le paroxysme le Corn Island. Tu vois, le hog, même à l'époque, les imports, les premiers qui étaient extrêmement nains, étaient moins typés arboricoles que ça. J'ai envie de faire un petit topo aussi. Donc ça, c'est le premier boa qu'on voit originaire du Nil. Donc les boas insulaires. Les boas insulaires,
on a souvent tendance à se considérer que forcément dès qu'il sera insulaire, il sera nain. Ce n'est pas un synonyme exact, hein. Nain et insulaire, c'est pas la même chose. C'est vrai que très souvent, l'insularité va causer une adaptation qui ira vers le nanisme. On le voit sur cette localité, on le voit vraiment. Ça sera le cas d'autres boïdés. Toi qui dois plus se connaître, parce que moi les localités dans d'autres boïdés, le réticulé, le nain, les souches naines par exemple, ça vient aussi d'îles ça. Ouais, notamment les Jampenaus, etc. Voilà, c'est ce nom-là que je cherchais. Tu en as aussi sur le molure, il y a aussi des molures qui viennent. Ouais, je suis moins calé molure, mais ouais, carrément. Le proche rail ou je sais pas quoi, c'est un nom à moitié. Ouais, je suis moins intéressé au molure. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que par exemple, il y a une île au Trinidad. Le Trinidad, c'est une île. Bon, c'est une grosse île aussi. Après, tout dépend de la taille de l'île. Au Trinidad, vous trouverez des boa constrictors et des balaises et des costauds. Voilà, ce n'est pas tout ce qui vient d'une île n'est pas forcément nain et ne tend pas forcément vers le nanisme. En fait, ce qui se crée, c'est qu'une île va exacerber l'adaptabilité. Ouais. Tu vois. Et c'est ce que Darwin a trouvé, c'est ce qu'on a vu sur les Galapagos. Regarde, sur les Galapagos, ce sont des îles, et c'est là que les tortues sont devenues géantes. C'est le seul point où on connaît des tortues éléphantines aussi balèzes. N'ayant pas de prédateurs, n'ayant pas de... Elle s'est trouvée super à la fraîche, en fait, mieux que si elle avait été dans un continent, et elle s'est mise à devenir géante. Puis parce qu'elles n'avaient pas le problème de la nourriture, du coup. Ouais, parce que voilà, c'est vraiment ce que je veux dire. Les gens systématiquement pensent que l'insularité crée le nanisme. Non, ça peut créer le gigantisme. Ou le nanisme, c'est vrai que ça reste jamais souvent entre les deux, ça change en tout cas énormément par rapport à une forme... mainland. Mainland, quoi, on va dire. Quoi. Ouais. Et là, c'est vrai que la plupart des quais qu'on connaît, les croquerquais, les coquets, tout ça c'est nain. Là, le corne c'est nain. Bon, je vous dis, il y a quand même le Trinidad où il y a des beaux bestiaux. Il ne faut pas confondre les deux. Voilà, magnifique spécimen, une petite corne. Et vivement que tu reproduises tout ça. L'année prochaine, les amis. Là, enfin, cet hiver, quoi, l'hiver qui vient. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. Du coup, là, sur le Nicaragua, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais, je crois qu'on a fait le tour des Nicaragua. Et il me tarde de partir à l'aventure d'autres localités d'Amérique centrale. On va voir un petit peu ce qu'on peut vous proposer d'autre, on peut voir ce qu'on peut vous montrer, et puis ce sur quoi Guillaume peut nous apporter quelques éclairages. Donc voilà les amis, j'espère que la petite mise au point sur les dernières soit localités pour le corne, soit mutations qui concernent en tout cas le Nicaragua vous auront plu. N'hésitez pas comme d'hab, si jamais il y a des questions là-dessus sur le Nicaragua, là maintenant qu'on clôt l'épisode du Nicaragua, des questions là-dessus auxquelles on n'a pas encore répondu, on vous présentera un petit peu plus tard une FAQ, donc n'hésitez pas à poser dès maintenant vos questions et puis on regroupera tout ça pour vous faire un épisode spécifique. Donc voilà les petits amis, sur ce, on vous dit à bientôt et puis amusez-vous bien. Peace. Ciao.